travaillait dans le dos. C'est l'appel d'un ami qui aurait sorti Linda de cette torpeur 20 heures plus tard. Elle semblait confuse. Il a alerté les ambulanciers du 911. La première fois que je me suis réveillée, c'est quand ils m'ont poussée dans les portes de l'urgence. Je ne sais pas si le bang sur les portes, là, c'est ça qui m'a réveillée, là, mais... Nous avons obtenu le dossier médical de Linda et le rapport d'urgence santé qui confirme la séquence des événements. Les ambulanciers l'ont retrouvée terrorisée, confuse et désorientée. Dans son dos, une blessure importante. Un ami l'a filmée 48 heures après l'événement. Nous avons montré ces images à un dermatologue qui y voit 3 types de brûlures et un escarre, peut-être une bulle qui a éclaté puisque le derme est visible. Difficile de penser qu'il s'agit d'automutilation. Notre spécialiste croit plutôt qu'il s'agit d'une action extérieure. On note aussi une brûlure au poignet droit, une égratignure au poignet gauche et une curieuse marque au mollet droit. Finalement, ils m'ont donné une piqûre de tétanos et ils m'ont dit que je pouvais m'en aller chez nous. Et on n'a pas traité ta blessure? Non, pas du tout. Diagnostic du médecin d'urgence, crise psychotique majeure. Nous avons confronté le spécialiste et obtenu un autre son de cloche. Ce genre de diagnostic est un terme fourre-tout dans ce cas-ci. Toute l'histoire est un mystère pour lui. Linda est diabétique. S'agirait-il d'un coma diabétique? Tous les tests effectués à l'hôpital n'ont révélé aucune anomalie au niveau du métabolisme. Linda, quant à elle, est convaincue que des extraterrestres l'ont visitée le 26 août 91 et que les enlèvements se poursuivent. J'ai vu leur forme. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? C'est... ils ont le visage fait en long, si on dit, là. Ils ont les yeux en amande. 2 ans plus tard, alors que ces marques sont toujours visibles, Linda dit recevoir des contacts télépathiques fréquents. Les visiteurs sont là, dit-elle, pour ramener l'être humain dans le droit chemin, celui de l'amour et de la compassion. Selon les chercheurs que le phénomène laisse perplexe, ce thème de l'amour universel est un thème qu'on retrouve fréquemment dans ce genre d'expérience qui peut en être une de profonde transformation sur le plan spirituel. Pour d'autres, c'est une intrusion inacceptable et terrifiante. Ceux qui vivent au cœur de ces manifestations réclament maintenant un effort de recherche unifié pour éclaircir ce mystère qui nous confond et nous égare. Nouvelle mythologie moderne, phénomène social, manipulation de la réalité. Les sceptiques vous diront que tout ce qui nous manque, ce sont des preuves. Les scientifiques, eux, n'ont pas le choix. Ils doivent travailler sur des récits et ne peuvent qu'examiner les effets de ce phénomène sur des témoins. N'empêche qu'avec les années, on a de plus en plus de données. Les hypothèses sont nombreuses. Et comme on va le voir dans notre deuxième volet la semaine prochaine, la science a toujours plus de questions que de réponses. Tête aux pieds de ce qu'est notre corps humain. Une expérience, d'ailleurs, qui a laissé des traces et cicatrices troublantes sur le corps d'une d'entre elles, vous vous en souviendrez. Ces personnes, comme celles que nous présentons ce soir aussi, ont accepté de parler ouvertement en prenant un risque. Celui, bien sûr, de passer pour un ou une dérangée mentale. Mais elles le font parce que le silence autour de cette expérience ne fait qu'ajouter au fardeau qui pèse déjà sur leur âme et conscience. Drame bien humain qui n'a rien d'extraterrestre, celui-là, qui est celui d'avoir à chercher parfois pendant des années une oreille attentive. Ces gens-là ne savent pas où aller. Il y a des thérapeutes, des chercheurs qui refusent d'avoir leur nom associé à des histoires d'objets volants non identifiés. Alors qu'un autre groupe de scientifiques, lui, refuse désormais de prendre ces phénomènes à la légère. La moindre petite chose qui peut cliquer ma pensée, c'est tout le temps les extraterrestres. J'ai peur qu'ils reviennent, je veux pas qu'ils reviennent, pas du tout, du tout. Mais c'est pas toujours évident que même un professionnel puisse donner l'aide dont ils ont besoin. Alors pour nous, c'est beaucoup de leur donner une écoute à ces personnes-là. Ça, en partant, ça c'est la base. De pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire et de ne pas les prendre pour des fous.
Écoutez, c'est la mission première que s'est donnée Michel Deloire. Il fait partie d'un petit groupe de Montréal qui tente de voir clair dans le mystère des récits d'enlèvement. Il enquête ce soir sur un événement qui se serait produit au nord de Montréal il y a 3 ans. Premier devoir, recueillir les témoignages pour les acheminer ensuite vers le psychologue du groupe. Il faut pouvoir mettre... Il faut que ça devienne concis dans notre tête et que c'est rationnel. Il faut essayer de rationaliser. Et c'est pas évident de rationaliser dans ce cas-là, puisqu'ils ont tous des histoires qui sont passées, qui sortent de l'ordinaire tout le temps. OK, avant de commencer, peux-tu me dire la date de l'événement? Le 11 avril. Le 11 avril. 91. Ce que Julie a vécu cette nuit-là, elle en parle encore avec émotion. Elle refuse de le faire à visage découvert par crainte d'être ridiculisée. Ce soir-là, elle était couchée quand elle s'est sentie coupée de la réalité, paralysée, figée dans son lit. J'ai vu un extraterrestre. Je savais pas c'était ça. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont sondé le visage au complet avec une plaque ronde, mince, métallique. Puis il y avait 4 tiges à égale distance. Puis il me passait ça dans la figure. Ça ne touchait pas ma peau, c'était très près. Julie se rappelle avoir été examinée pendant une partie de la nuit par un petit être trapu et un autre plus étiré, tout en blanc, avec un visage imposant et des yeux profonds. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que j'ai eu un réveil plutôt brutal. J'avais des bleus sur le côté droit. Puis je pleurais toute la journée. J'étais mal dans ma peau. Ma mère elle m'a demandé de faire un dessin, puis c'est ça que ça a donné. Visage allongé, yeux en amande, une description qui en recoupe combien d'autres. Ceux qu'on a baptisés les gris à cause de la couleur de leur peau reviennent régulièrement dans ce genre de récit. Jean-Roch Laurence est le psychologue du groupe montréalais. Je pense que c'est important que les professionnels s'ouvrent plus à ces gens qui disent avoir été contactés, avoir été kidnappés. Et ça va être la seule façon qu'on ne prenne pas nécessairement une approche naïve de dire oui, c'est vrai, mais qu'on prenne plutôt une approche curieuse, qui dit, bon, il y a un phénomène, étudions-le, et ça va être la meilleure façon de savoir ce qui se passe vraiment là. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que la science commence à faire ses devoirs et ses leçons, ce qu'ils n'ont pas fait, et qui ont laissé d'ailleurs trop d'amateurs se prétendre hypnothérapeutes, psychologues, psychothérapeutes, et amener ce dossier un peu partout. Je veux dire, ce qui a sûrement fait l'affaire de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça soit propagé. De fait, les plus sceptiques croient que plusieurs enquêteurs zélés utilisent l'hypnose à tort et à travers en influençant les sujets. Pour d'autres, ce genre d'histoire est le fait de personnalités à l'imaginaire débridé, d'excellents sujets pour l'hypnose. Mais une récente étude menée par un psychologue de l'Université Carleton à Ottawa fait la preuve du contraire. Une première, Carole Damiani prépare à l'Université de Montréal une thèse de doctorat sur ce type de récit. Dans la littérature qu'elle épluche depuis quelques mois, on retrouve aussi l'hypothèse des hallucinations liées à des épisodes de rêve éveillé où le sentiment d'être paralysé est fréquent. D'autres relient ces expériences à la psychose, à des traumatismes sexuels refoulés ou à l'épilepsie du lobe temporal qui peut provoquer phénomènes visuels, paranormaux, dépersonnalisation et anxiété. Il y a la perspective ou l'hypothèse interdimensionnelle où l'expérience qui serait vécue se passerait entre la dimension de la matière et la dimension de l'esprit. Donc, l'expérience rapportée se situerait entre ces deux points de contact-là. La troisième façon de comprendre, on peut parler de perspective folklorique au sens très large. Et ce serait que chaque culture, peu importe l'époque, aurait une tradition d'être, donc que ce soit des fées, des elfes, des démons, volent dans le ciel, enlèvent des êtres humains et volent dans le ciel. L'hypothèse qu'exploitent les producteurs de films et les maisons d'édition américaines par les temps qui courent, c'est celle du contact extraterrestre. Des visiteurs qui enlèveraient des millions de personnes comme des rats de laboratoire à des fins d'expériences génétiques avancées. Ce qui fait dire à plusieurs chercheurs qu'une telle abondance de données ne peut que façonner des millions d'autres récits. C'est ce qu'on appelle la contamination.
Quand on parle de phénomène de contamination, moi, j'aime mieux parler d'inter-influence, c'est-à-dire